Bonjour les troisièmes, on se retrouve aujourd'hui pour commencer le thème 9 de votre livret de cours à la page 29, qui traite de la notion de divisibilité, et plus généralement d'arithmétique, autrement dit de l'étude des nombres entiers. Alors pour commencer, un petit rappel sur la division euclidienne. Donc la division euclidienne, pour rappel, c'est la division que vous avez découvert à l'école primaire, dans laquelle on ne cherche pas la partie décimale du résultat. On s'arrête à un résultat entier, et puis avec un reste éventuellement. Alors le vocabulaire, vous le connaissez. Le nombre que l'on divise, on l'appelle le dividende. Le nombre par lequel on divise s'appelle le diviseur. On a le résultat qui s'appelle le quotient. Et puis éventuellement un reste, qui peut être égal à 0 ou qui peut être différent de 0. Alors vos calculatrices permettent de faire ces divisions avec ces touches en forme de potence. Alors exemple sur la Casio, si je fais 86 puis cette touche divisée par 3, j'obtiens Q égale 28, R égale 2, autrement dit, le quotient c'est 28, et le reste c'est 2. On peut écrire une égalité qui correspond à cette division. Alors l'égalité est simple, c'est 86, on l'a obtenu en faisant 28 fois 3, plus le reste. 86 égale 3 fois 28 plus 2. Alors plus généralement, cette égalité, c'est la suivante, le dividende, qui est égal au diviseur multiplié par le quotient, plus le reste. Alors vous allez aussi écrire cette égalité générale. Et puis enfin, puisque j'ai donné un nom à chacun de ces nombres, le dividende, je l'ai appelé A, le diviseur B, le quotient Q et le reste R. Donc cette égalité peut se donner sous forme simplifiée, sous la forme suivante, A égale BQ plus R, ou A égale B fois Q plus R. Donc dans n'importe quelle division euclidienne, vous aurez cette égalité, A égale B fois Q plus R, où R est le reste. Alors il y a deux possibilités pour ces divisions euclidiennes, soit on va trouver un reste qui est égal à 0, soit un reste qui est différent de 0, nul ou non nul. Alors si le reste est égal à 0, si je reprends cette formule, si R est égal à 0, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien j'obtiens simplement A égale B fois Q. Alors dans cette partie, j'ai écrit à gauche, dans cette colonne, le vocabulaire avec deux entiers A et B. Exemple, si je divise 21 par 7, j'obtiens 3 et il n'y a pas de reste. Le reste est nul. On dit dans ces cas-là que 7 est un diviseur de 21. Donc 21 divisé par 7 égale 3. J'obtiens un résultat entier. Donc 7 est bien un diviseur de 21. De la même façon qu'ici, B est un diviseur de A, si, quand je calcule ce quotient A sur B, je trouve un entier naturel. On parlera des entiers naturels à la page 32. Retenez que c'est un nombre entier. Alors il y a un peu de vocabulaire complémentaire, on pourrait dire, un petit peu comme quand on a vu les fonctions et qu'on disait il est l'image, il a pour image, il est l'antécédent, il a pour antécédent. Donc on fait du français peut-être un peu plus que des maths dans cette partie-là. Alors 7 est un diviseur de 21, très bien, parce que 21 divisé par 7 égale 3, ou bien parce que 21 est égal à 3 fois 7. Mais on peut aussi employer les mots multiples, divise et divisible, donc pour dire la même chose, mais de façon différente. Donc si B est un diviseur de A, autrement dit 7 est un diviseur de 21, on peut dire que A est un multiple de B. Donc dans mon exemple, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que 7 est un multiple de 21 ou est-ce que 21 est un multiple de 7? Eh bien, 21 est un multiple de 7. Pourquoi? Puisque quand je multiplie 7 par 3, j'obtiens 21. Donc les multiples de 7, finalement, ce sont les nombres qu'on retrouve dans la table de 7. 7 fois 1, 7 fois 2, 7 fois 3, etc. Troisième façon de dire la même chose, B divise A. Dans mon exemple, est-ce que c'est 7 qui divise 21 ou 21 qui divise 7? Eh bien, c'est bien 7 qui divise 21. Puis dernière façon de parler de diviseur aussi, c'est le mot divisible. Alors est-ce que 7 est divisible par 21 ou 21 est divisible par 7? Eh bien c'est bien dans le sens 21 est divisible par 7. Donc dire 7 est un diviseur de 21, ou bien 21 est un multiple de 7, ou 7 divise 21, ou 21 est divisible par 7, ces quatre phrases veulent dire la même chose. Mais vous devez être évidemment capable de passer de l'une à l'autre. Dans un exercice, vous pouvez très bien tomber sur une de ces phrases comme sur une autre. Un petit exemple supplémentaire, on peut donner la liste de tous les diviseurs maintenant d'un nombre, puisque c'est un ensemble qui est fini. Il n'y aura pas une infinité de diviseurs. Exemple, les diviseurs de 12,
Alors je vais les prendre dans l'ordre croissant, en partant de 1. N'importe quel nombre peut être divisé par 1. Donc dans la liste de diviseurs, on aura toujours 1 comme premier diviseur. Ensuite, est-ce que 12 est divisible par 2? Oui, puisque quand je divise 12 par 2, je trouve 6. Donc voilà un deuxième diviseur. Est-ce que 3 est un diviseur de 12? Oui, puisque quand je fais 12 divisé par 3, je trouve 4. Est-ce que 4 est un diviseur de 12? Oui, pour la même raison. Est-ce que 5 est un diviseur de 12? Non, puisque dans la table de 5, vous n'avez pas 12, ou alors parce que quand on fait 12 divisé par 5, vous ne trouvez pas un nombre entier. Est-ce que 6 est un diviseur de 12? Oui, bien sûr. 7 n'est pas un diviseur de 12, 8 non plus, 9 non plus. Le prochain diviseur de 12, eh bien c'est tout simplement 12. Donc voilà la liste complète des diviseurs de 12. Donc on en reparlera un petit peu plus tard à la page suivante, mais on voit d'ores et déjà qu'on peut les associer, faire des paires, de la façon suivante. 1 multiplié par 12 est égal à 12, 2 multiplié par 6 est égal à 12, et 3 multiplié par 4 est égal à 12. Dernier exemple, 4 n'est pas un diviseur de 26. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que 26 divisé par 4 n'est pas égal à un nombre entier. C'est égal à 6,5, et 6,5, évidemment, n'est pas un nombre entier, c'est un nombre décimal. Ou bien on pourrait dire aussi 4 n'est pas un diviseur de 26, puisque dans la table de 4, je n'obtiens pas 26. On passe à la page suivante, la page 30, où on découvre au haut de cette page la définition d'un nombre premier. Alors un nombre premier, qu'est-ce que c'est? C'est un nombre qui n'a que deux diviseurs, 1 et lui-même. Alors attention, s'il n'a qu'un diviseur, il n'est pas premier. C'est le cas du nombre 1. Alors 19, 47, 113, etc. sont des nombres premiers. Alors il existe une méthode pour trouver tous les nombres premiers inférieurs à un certain nombre qu'on a fixé au départ, méthode par élimination, qui est la suivante, qu'on appelle le crible d'Ératosthène. Alors quelle est cette méthode? Eh bien, on va commencer par barrer 1, puisqu'on vient de le dire, 1 n'est pas premier parce qu'il n'a qu'un diviseur, on peut le diviser que par 1, et le nombre premier doit en avoir 2 et seulement 2. Ensuite, nous allons passer à 2. 2 est un nombre premier puisqu'il n'a que 2 diviseurs. 2, on peut simplement le diviser par 1 et par 2. Donc on va le mettre en couleur, comme ça, légèrement. Et puis on va barrer tous les multiples de 2. Alors les multiples de 2, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les nombres qui sont dans la table de 2. Donc il y a 4, 6, 8, etc. Finalement, qu'est-ce que je barre? Eh bien, les multiples de 2, autrement dit, les nombres pairs. J'ai donc barré tous les multiples de 2. Pourquoi suis-je sûr qu'ils ne sont pas premiers? Eh bien, parce que tous ces nombres-là, je peux les diviser par 2, puisque ce sont des multiples de 2. Et je reviens à la définition d'un nombre premier. La définition d'un nombre premier est la suivante. Il n'a que deux diviseurs, 1 et lui-même. Donc, puisque tous ces nombres peuvent être divisés par 2, c'est qu'ils ont au moins 3 diviseurs, 1, 2 et eux-mêmes. Donc, aucun de ces nombres n'est premier. Je vais donc procéder de la même façon pour 3. Je vais colorier le nombre 3, qui est un nombre premier. On peut le diviser par 1, par 3, et c'est tout. Et puis, je vais barrer tous les multiples de 3, tous les nombres qui sont dans la table de 3, entre guillemets, tout simplement parce que ces nombres-là peuvent être divisés par 3. Donc ils ne sont pas premiers, puisque je le répète, un nombre premier ne peut être divisé que par 1 et par lui-même. Exemple 9 n'est pas premier, pourquoi? Parce qu'on peut le diviser par 1 et par 9, bien sûr, mais on peut aussi le diviser par 3. Voilà pourquoi il n'est pas premier. Donc 9 n'est pas premier, continue la table de 3, donc 3 fois 2 était déjà barré, c'était 6, 3 fois 3, 9, 3 fois 4, 12 est déjà barré, ensuite 3 fois 5 qui fait 15, et puis je continue de la même façon à barrer tous les nombres qui sont des multiples de 3. Je passe maintenant au 5, donc de la même façon, je vais colorier le 5, et puis barrer tous les multiples de 5. Je colorie le 7, puis je barre les multiples de 7.
On pourrait continuer ainsi avec les nombres 11, 13, etc. Mais l'algorithme peut s'arrêter à la racine carrée de 100 qui est 10. Nous en expliquerons les raisons un petit peu plus tard dans la leçon. Il nous reste donc des nombres que l'on n'a pas barrés et qui sont tous les nombres premiers inférieurs à 100. Vous avez donc à les repasser également en couleur et vous obtenez ceci. On obtient donc grâce au crible d'Ératosthène les 25 nombres premiers compris entre 1 et 100. Autrement dit, les 25 premiers nombres premiers. Le crible d'Ératosthène est une méthode qui utilise des procédures systématiques qui vont permettre de déterminer ainsi les nombres premiers. Ce genre de méthode s'appelle un algorithme que l'on peut aisément programmer sur un ordinateur. Un autre algorithme utile en arithmétique est l'algorithme d'Euclide, qui est plus au programme et qui est tout de même très intéressant. Il sert à déterminer le plus grand diviseur commun entre deux nombres. Alors avant de détailler cet algorithme, intéressons-nous à ce qu'est le plus grand diviseur commun. Alors il y a dans ces initiales la notion de diviseur commun et de plus grand. On va considérer deux exemples. Le premier, quel serait le plus grand commun diviseur de 15 et 25? Alors on pourrait d'abord donner la liste des diviseurs de 15. Cette liste la voici. 1, 3, 5 et 15. Et si je pourrais refaire un petit peu les paires que je faisais tout à l'heure, 1 fois 15, qui donne 15, et 3 fois 5, qui est égal à 15 également. Maintenant, quels sont les diviseurs de 25? Les diviseurs de 25, les voici. 1, 5 et 25. Alors, ont-ils des diviseurs en commun? Bien sûr, ils ont 1, mais ils ont aussi 5. Et puis c'est tout. Donc, parmi leurs diviseurs communs, il y en a un qui est plus grand que les autres, et bien c'est 5. 5 est donc le plus grand commun diviseur de 15 et 25. Faisons la même chose pour 27 et 81. Alors la liste des diviseurs de 27, la voici. 1, 3, 9 et 27. Comme tout à l'heure, qu'est-ce qui fait 27? Eh bien 1 fois 27 et 3 fois 9. La liste des diviseurs de 81, la voici. 1 fois 81, 3 fois 27 et 9 fois 9. Ils ont donc des diviseurs en commun, 27 et 80, ils ont 1 comme diviseur commun, 3, 9 et 27. Donc 27 est le plus grand d'entre eux. 27 est donc le PGCD, le plus grand commun diviseur de 27 et 81. Vous voyez donc que le PGCD de deux nombres peut être un des deux nombres lui-même. Alors quel est l'algorithme qui permet de trouver de façon systématique le plus grand diviseur commun de deux nombres? Alors ici, il était facile de trouver la liste complète des diviseurs. Évidemment, quand le nombre est plus grand, comme 2450 ou des nombres qui dépassent le million, trouver la liste des diviseurs peut être vite long et fastidieux. Alors voilà la méthode. On commence par diviser le plus grand des deux nombres par le plus petit en faisant une division euclidienne. Autrement dit, on va calculer 2450 divisé par 675. On peut faire ce calcul à la calculatrice avec la méthode vue précédemment. On obtient à l'écran Q égale 3 et R égale 425. Autrement dit, le quotient de cette division est 3 et le reste est 425. On va admettre une propriété qu'il serait un peu long de démontrer ici. La propriété est la suivante. Le PGCD, le plus grand diviseur commun de 2450 et de 675, est le même que le PGCD de 675 et 425. Je peux donc refaire la division suivante. Je vais écrire cette propriété admise. Je peux refaire maintenant la division 675 divisé par 425. Alors, même chose, 675 divisé par 425. Je trouve comme quotient 1, et puis il reste 250. Je vais poursuivre mon algorithme en reprenant maintenant 425 et 250. Je divise et j'obtiens 1, il reste 75. Je recommence, toujours de la même façon, le diviseur devient le dividende, et le reste devient le quotient. On pourrait illustrer ça avec des flèches de la façon suivante. Le 250 va se déplacer ici,
pendant que le 175 va se déplacer ici. Donc je répète, le diviseur devient le dividende, le reste devient le quotient. Obtenons donc la division suivante, 250 divisé par 175, il y va une fois, il reste 75. Je reproduis la même chose, autrement dit, le 175 va devenir mon nouveau dividende, et le 75 va devenir le diviseur. J'obtiens maintenant 175 divisé par 75, il y va 2 fois, il reste 25. Je fais une étape supplémentaire. Vous allez me dire, mais quand c'est qu'on s'arrête avec ces divisions? Eh bien, on s'arrête quand on trouve comme reste 0. Il reste une division à faire, donc la même chose. Le 75 va devenir mon dividende, et le 25 mon diviseur. Et là, j'ai fini, puisque je trouve comme reste 0. Alors, avec tout ça, où est mon PGCD dans toute cette histoire? Eh bien, le PGCD, la propriété le dit ici, le PGCD, c'est le dernier reste non nul. Donc ça, c'est le dernier reste, mais il est nul. Donc je prends le reste précédent, et je trouve donc le PGCD de 2450 et 675, qui est 25. Donc voilà un deuxième algorithme intéressant, qui permet de trouver le PGCD, le plus grand diviseur commun à deux nombres. Alors la page 30 est terminée, la vidéo est également presque terminée. On peut quand même se poser la question, à quoi ça sert ces histoires de PGCD et de nombres premiers? Eh bien, les nombres premiers, c'est utile, en particulier pour la cryptographie, pour ceux que ça intéresse. La cryptographie, c'est le codage de données, puisque les méthodes modernes de codage reposent sur le fait qu'il est très facile de trouver des grands nombres premiers, mais par contre, si on multiplie deux grands nombres premiers entre eux, il est alors impossible de déterminer les deux facteurs de ce produit. Pour finir, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de dévoiler cette phrase. On bat 1 car il n'a qu'un seul diviseur lui-même. Pour finir, vous pouvez donc maintenant reprendre votre livret d'exercices aux pages 4 et 5, et puis dans un premier temps, faire les exercices de la page 4. Nous verrons dans la prochaine vidéo 3 méthodes. Une première méthode pour trouver les diviseurs d'un nombre entier, pour reconnaître un nombre entier, et puis pour décomposer un nombre en produit de facteurs premiers. Je vous souhaite une très bonne journée, ou une très bonne nuit pour ceux qui regardent cette vidéo pendant la nuit, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns. En tout cas, bon courage, continuez à faire vos exercices, et on se retrouve dans la prochaine vidéo, pour les pages 31 et 32.